Alors, enchantée, bonjour. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode de Insoumise Podcast, on reçoit Gabrielle. Gabrielle, j'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs. Oui, bien en fait, je m'appelle Gabrielle Savoie. Je suis intervenante de proximité ici au Cégep de Sainte-Foy. On est dans notre 3e année, en fait, là, de ce projet spécifique-là, là, où on implante l'approche de proximité pour les étudiants. Bien, c'est super. D'ailleurs, nos auditeurs sont tous des étudiants et nous aussi. Fait en quoi ça consiste, ce travail-là, en fait? Est-ce que tu veux juste montrer ton micro? Oui. C'est quand même pas évident de définir parce que ça peut être plusieurs choses, ça peut prendre plusieurs formes. Grosso modo, le travail de proximité, bien, ça le dit un peu d'être à proximité, d'être près des gens qu'on veut rejoindre. Puis c'est pas conventionnel dans le sens qu'on va aller plus vers les gens que laisser les gens venir vers nous, mais il y a un peu de ça aussi, mais c'est vraiment de viser à être disponible, accessible dans le milieu. Dans le fond, le rôle de l'intervenant de proximité, c'est vraiment d'être à l'écoute des étudiants, de se rendre disponible, puis de le mettre en lien avec... d'abord, d'être en lien avec les étudiants pour toutes sortes de besoins ou vraiment d'être disponible et d'être en relation avec eux. Puis, bien, par la bande, s'il y a des besoins qui émergent, bien, c'est d'essayer de le lier avec ce qui peut être aidant autant dans le cégep ou à l'extérieur du cégep, de le mettre en lien avec les ressources, son réseau, d'autres personnes. C'est ça. Est-ce que c'est plus un travail qui est en lien avec la santé mentale? Effectivement, ça touche à tout. Ça touche à tout parce qu'on peut recevoir toutes sortes de besoins. Moi, je suis pas là, j'aborde pas quelqu'un en voulant dire « Hey, j'offre pas un service. Oui. J'offre une relation, j'offre une disponibilité, j'offre une écoute. » Puis la personne, va choisir, va prendre ce qu'elle a envie de prendre dans ça, va nommer ce qu'elle a envie de nommer. Puis des fois, ça peut être vraiment juste d'avoir quelqu'un avec qui être en lien, qui me juge pas, qui m'accueille comme je suis, qui est pas mon parent, pas mon ami, qui est quelqu'un de neutre, finalement, avec qui je peux parler en liberté sans me sentir jugée. Puis, juste ça peut faire la différence pour quelqu'un. Pour d'autres personnes, bien, ça va être plus de « Hey, là, je sais pas par où prendre ça. Je sais pas comment, faire telle ou telle démarche. » On a des gens, par exemple, qui peuvent être en adaptation de la vie collégiale, en adaptation de changement de région. Puis là, ils arrivent puis ils savent pas qu'est-ce qu'il y a à Québec, comment, ou pas, où prendre ça pour créer un nouveau réseau social. Bien, ensemble, on peut jaser puis essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis moi, ce qui me distingue, c'est que je ne vais pas juste dire on ne sera pas dans le fais ci, fais ça. On va être dans qu'est-ce qui peut t'aider. C'est la personne elle-même qui va essayer de trouver ses réponses. Puis moi, je reste disponible pour l'accompagner. Autant à l'extérieur, des fois, si la réponse à son besoin dans un organisme, dans une ressource, je vais essayer de vraiment la mettre en lien avec ça, puis que ça soit sécurisant, que ça soit facilitant. Donc, on va essayer de faire des références personnalisées. Je peux sortir, aller prendre l'autobus avec la personne pour vraiment que ça soit, c'est ça, une démarche sécurisante. Donc, c'est ça pour une multitude de besoins. Ça peut être aussi de l'ordre pratico-pratique, de j'ai pas de logement, j'y arrive plus financièrement, j'ai rien à manger, qu'est-ce qui peut m'aider, par où je prends ça. D'autres fois, effectivement, ça va être plus des notions de je vais pas bien mentalement, je vis de l'anxiété. Fait que vraiment, les besoins sont vastes, mais c'est pas moi nécessairement qui va répondre aux besoins de la personne parce que j'ai pas de bureau. Moi, je suis en relation avec la personne, mais c'est de l'aider à aller chercher ce qui peut l'aider à long terme. Puis, ce qui me distingue aussi, c'est que j'ai pas de durée. Il n'y a pas de « OK, on se voit 50 minutes. » c'est pas... Oui, c'est ça. C'était ça ma question. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ma 3e année. OK. Puis là, on est dans une phase au Québec que le système de santé va pas très, très bien. Puis il y a beaucoup de personnes qui doivent aller au privé pour avoir accès à une psychologue ou juste pour des
psychiatrie, travailleuse sociale, même dans le système public, c'est difficile d'y avoir accès. Ça prend des années. Personnellement, j'ai vécu ça aussi, puis ça prend 4 ans, puis là, tu vas mieux. Puis là, j'ai passé au travers. Fait que est-ce que tu sens ça un peu, le système est engorgé, le système est... Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers ça? Oui, puis des fois, ce que je sens plus, c'est la perte d'espoir. Souvent, les gens ne vont pas s'engager dans des démarches en se disant « Ouais, de toute façon, ça mène à rien, j'aurai pas de soutien » ou il y a comme une idée que ça sert à rien d'aller vers les services parce que de toute façon, il va y avoir de l'attente ou des fois, les gens ont l'impression que leur situation est pas si pire ou que... Ouais. Donc, moi, c'est un peu mon rôle, d'essayer de donner quand même confiance ou de voir les alternatives possibles parce qu'il y en a. Entre autres, dans le communautaire, il y a quand même des services qui peuvent aussi faire une différence, parfois en attendant ou, ça ne veut pas dire que parce que les services ne sont pas accessibles maintenant qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être faites dans le court terme pour soutenir la personne, puis en fait, qu'elle continue d'aller vers ce qui est important pour elle, là. Donc, c'est un peu ça mon rôle aussi, d'essayer de dire, OK, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on te soutient? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Y a-t-il d'autres choses à faire? Tout ça. Puis, des fois, la personne, elle pense que c'est ça que ça lui prend. Mettons, la psychologue ou, le tel service. Mais des fois, en regardant autre chose, on peut se rendre compte que, finalement, mon besoin, c'est ça. Puis, il peut aussi être répondu de telle ou telle façon. Puis, en attendant, ça va être correct. Puis, fait que, c'est ça. Puis au niveau de la clientèle, est-ce que tu remarques un peu quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de jeunes étudiants qui vont te voir, des étudiantes, ou c'est assez varié? Est-ce que tu ressens qu'il y a des besoins plus du côté des jeunes étudiantes, par exemple, par rapport à certaines situations? C'est assez varié. Oui, c'est assez varié. C'est difficile pour moi de dresser un portrait vraiment. Mais ce que je remarque, c'est vraiment quand même des choses qui reviennent souvent. Le fait d'avoir à quitter un milieu familial pour X, Y raison, des fois dysfonctionnel, ou puis là, d'avoir à faire cette transition-là pour un logement, tout ça, c'est une grosse marche, surtout quand tu es aux études, puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même des choses qui reviennent, là, de dire, là, il faut que je me trouve un hébergement rapidement, ou il faut que je quitte mon milieu, il faut que je parte en appart, je me sens pas équipée. Ça, c'est des choses. La précarité financière aussi, là, de dire... je suis insécure, j'arrive, mais très peu. J'ai pas de lousse dans mon budget parce que j'ai des prêts et bourses où j'ai pas accès aux prêts et bourses. Donc, il y a ça. Toute la notion, c'est ça, comme je disais, d'adaptation. Quand j'arrive d'une autre région, s'adapter à la vie collégiale versus le secondaire. C'est ça, c'est des besoins qui ressortent souvent aussi. L'isolement, la solitude, l'anxiété. Puis dans comment ça marche, mettons, l'organisme? Est-ce que tu travailles pour un organisme? En fait, moi, je suis employée du cégep de Sainte-Foy. Je peux à la base, là, le besoin d'avoir des intervenants de proximité était ressorti par le biais d'un sondage fait par l'association étudiante à la communauté étudiante. Fait que ça remonte avant la pandémie. Là, je pense quelque chose comme 2019. Il y avait eu un grand sondage aux étudiants et étudiantes. Puis, ce qui était ressorti, c'était le besoin d'avoir... il y avait nommé même dans le sondage, là, c'est le travail de rue qui ressortait beaucoup, d'avoir des intervenants planchers sur le terrain, accessible, disponible, tout ça. Donc, quand l'association étudiante a vu les résultats, ils se sont dit, pourquoi pas essayer de soutenir le démarrage de projets comme ça. Donc, avec des gens de la direction des affaires étudiantes, tout ça, ils ont décidé vraiment de travailler sur un projet. Donc, c'était prévu avant la pandémie qu'il y ait 2 travailleurs de rue. Là, c'était vraiment l'optique qui était envisagée. Donc, vraiment des gens qui sont là pour répondre aux besoins des étudiants, pas pour répondre aux besoins du cégep. Que c'est les étudiants eux-mêmes qui allaient définir un petit peu, c'est où, c'est quand, comment que les travailleurs de rue pourraient être
être disponible et tout ça pour eux. Et là, il y a eu la pandémie qui a mis un petit peu ce projet-là sur la glace parce qu'il n'y avait plus d'étudiants sur place, finalement. Ça rendait le tout difficile. Donc, c'est vraiment au retour en présentiel à l'automne, si je ne me trompe pas, 2020, que là, ça a démarré ce projet-là. Et on est vraiment parti avec l'idée d'être vraiment dans les valeurs du travail de rue, c'est-à-dire la relation égalitaire, l'approche douce aussi, dans le sens qu'on n'est pas heurtant, on n'est pas là pour, comment je peux dire, forcer les gens à avoir... donner un planning, donner un agenda de choses à faire. C'est ça, puis d'objectifs. S'imposer, là. Il y a vraiment toute la notion de, se rendre disponible, mais laisser venir les gens, puis aussi être dans le milieu, s'intégrer dans les espaces tranquillement, tout ça. Donc, on a commencé vraiment le travail de cette façon-là où, les contacts qu'on avait avec les étudiants, c'était vraiment nous qui les faisions selon qu'est-ce qui se passait dans le cégep. On n'était pas vraiment en lien avec d'autres acteurs qui nous référaient parce qu'on ne voulait pas non plus, encore une fois, être juste un endroit où on réfère, puis finalement, être dans le milieu avec les étudiants. Fait qu'on a vraiment commencé comme ça. Le défi, c'est que ma réalité est quand même vraiment différente c'est plus du travail de milieu, comme nous, on l'appelle le travail de proximité, que le travail de rue, parce qu'on reste quand même, on rejoint les étudiants, mais dans un milieu qui est quand même structuré. On n'est pas dans des espaces marginaux tant que ça, là, comme ça peut plus se vivre dans le travail de rue. Puis ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que le rythme, dans le travail de rue, il y a vraiment une notion de long terme. La personne qui s'intègre va le faire vraiment de façon, c'est ça, sur le long terme, tout ça. Nous, de par la réalité collégiale, les étudiants sont de passage. Oui, ils peuvent rester 2-3 ans, mais ça complexifie un petit peu tout ça. Fait qu'on on reste quand même ancré dans les valeurs, mais on modifie un petit peu, on ouvre un petit peu plus des fois sur certaines comme collaborations ou des fois un petit peu d'animation, mais c'est pas la majeure, mais on a ouvert un petit peu plus, là. On est un petit peu plus souple dans notre approche. OK, oui. Puis est-ce qu'il y a... Parce que c'est vraiment un addon, mais ce matin, j'ai regardé une vidéo sur le burn-out. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont en burn-out et qui viennent demander de l'aide ou du... Parce que souvent, on se dit que pour être en burn-out, il faut que tu aies 50 ans et puis 12 business ou, tu sais, il faut que tu sois débordé d'un travail qui est plus grand que soi. Mais je trouve que le cégep, c'est quand même aussi demandant. Mm-hmm. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est une cause, le travail? Est-ce que c'est une cause de besoin du travail de proximité? Dans le sens que des étudiants qui viennent, qui sont épuisés ou... ça m'est déjà arrivé je dirais, c'est pas la majorité. Peut-être que les collègues, par exemple, à l'aide psychosociale, qui ont des suivis plus en rencontre, tout ça, eux pourraient plus témoigner de ça. Mais effectivement, dans le sens qu'il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent difficile de garder un équilibre de vie. On parle souvent de santé mentale, d'équilibre de vie, mais tu sais, quand on a, je sais pas, 30 heures de cours, plus un travail à l'extérieur, c'est sûr que ça devient difficile d'équilibrer tout ça, puis de recharger nos batteries, d'avoir des saines habitudes de vie. C'est ça. Il y a comme aussi la notion, je pense, qui est de plus en plus là, de performance. Il faut être performant dans toutes les sphères. Il faut être performant à l'école, il faut être performant, faut avoir une vie sociale, on se compare beaucoup. Fait que ça, je pense que c'est des éléments aussi qui peuvent affecter la santé mentale des étudiants, puis des fois amener à un épuisement de, là, je fais les choses pourquoi? En quoi ça fait sens encore, mon projet? Je le fais pour qui? Est-ce que je suis dans le bon programme ou je le fais parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour avoir du succès, pour réussir? Fait que je pense que ça, c'est des éléments que les étudiants, des fois, vont vivre, là. C'est aussi le cégep, c'est l'endroit où tu peux changer de programme. C'est fait pour essayer plusieurs choses. Fait qu'il ne faut pas hésiter si on se sent pas à la bonne place de changer. D'ailleurs, Nora, toi... J'ai changé beaucoup. Oui, c'est ça. Mais... J'ai fait 3 decks différents. 3 programmes différents. Oui, tu as fait quoi déjà? J'ai fait sciences nat, j'ai fait arts et lettres, littérature. J'ai fait sciences humaines aussi.
Wow. Puis est-ce que ça a été facile de faire ces changements de programme-là ou il y a une partie de toi qui se sentait Non. pas légitime de le faire? Moi, ben, à la base, j'allais en sciences nat parce que, ben, j'étais bonne à l'école secondaire. Puis, ben, tu sais, mes parents, ils m'ont un peu comme poussé là-dedans beaucoup parce que, ben, c'est ça qui ouvre les portes. Tu sais, au final, je suis en train de finir mon sciences nat là, en ce moment-là. Fait qu'au final, c'est ça qui était... C'est que j'ai pris comme décision là, de faire, mais ça a été difficile, en effet, de faire le choix de changer de programme, surtout quand je suis partie en arts et lettres. Mais tu l'as fait pour le plaisir. Ouais, tu m'avais vraiment. dit. Je l'ai Oui. faite pour le fun parce que j'adore la littérature, j'adore lire, j'adore écrire. Mais c'est sûr qu'il y a eu du jugement. Je l'ai senti beaucoup. Mais, tu sais, au final, c'est ça, je suis contente de l'avoir essayé. Puis ça m'a permis de voir, de rencontrer du monde, Oui. c'est ça, d'essayer autre chose. Fait que Mais c'est ça, je conseille. c'est fou. Tu peux faire une session dans un programme que tu comptes pas faire plus tard, mais pour le plaisir de le faire, tu sais. C'est sûr que derrière ça, il faut payer sa session et tout, mais c'est comme... Ben, c'est versus le moment. l'université, Ouais, là, non, c'est ça. Il y a une différence. Puis tout est dans la perception. On va avoir l'impression de « Ah, j'ai perdu mon temps. » Tu sais, parce que si ça mène pas un diplôme ou si ça mène pas aussi... Mais non, c'est une expérience. Ça m'a appris quelque chose sur moi. Ça m'a appris quelque chose sur mes intérêts. Ça m'a fait voir d'autres choses. Puis ce que je trouve, c'est que souvent, les étudiants qui vivent ça vont avoir l'impression que c'est comme si eux sont dans le tort. Tu sais, parce que faudrait savoir déjà... à votre âge, qu'est-ce que vous devez faire, alors que ben c'est correct de ne pas le savoir, c'est correct d'essayer des choses. Puis il y a aussi toute l'idée de, ben là, mon cégep, tu sais, je le fais en plus longtemps que prévu. Ben là, des fois, il y a... Je perds du temps. Je perds du temps, mais tu sais, dans les faits, là, c'est 30 des étudiants qui font leur parcours dans les délais prescrits. Donc, c'est la norme de prendre plus de temps que le... C'est ça. Moi, je vais avoir pris 3 ans là, pour faire mon DEC. Là. Parce que j'ai essayé 2 autres programmes. Puis c'est ça, je voulais faire comme tellement de choses aussi. À un moment donné, je me souviens, je voulais vraiment m'en aller en psycho à l'université. Puis là, ben, finalement, je m'en vais en informatique. Mais ça m'a permis justement d'aller faire des cours. J'ai eu un cours en psychologie que j'ai adoré. Ça m'a tellement permis d'apprendre à me connaître plus, de comprendre un peu tout ce qui est les sciences humaines, puis tout ça. Fait que, ouais, c'était vraiment une belle expérience, honnêtement. C'est ça. Puis parlant de parcours, pourquoi est-ce que ça vous a intéressé comme travail, ça? C'est une bonne question. En fait, ben, à la base, moi, j'ai étudié ici, au cégep. Ah oui? Ça fait quand même longtemps, en éducation spécialisée. Donc, ma formation de base, c'est l'éducation spécialisée. Mes expériences principales sont beaucoup dans le milieu communautaire. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait entre autres du travail de milieu dans les maisons de jeunes. J'ai travaillé aussi beaucoup dans un groupe d'aide et d'entraide en santé mentale auprès d'adultes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, moi, j'étais habituée d'être avec les gens, d'être dans l'informel, de prendre un café avec les gens, puis que c'est dans ces circonstances-là qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'écoute, plutôt que de dire, ben la personne vient me voir dans un bureau, puis là, elle s'assoit, puis on a un temps très cadré de relation d'aide formelle. Moi, je suis bien dans l'informel, je suis bien dans la relation égalitaire. Dans mes anciens dans les travails que j'avais, bien, vraiment, je partageais des moments du quotidien avec les gens, là, de dire, on va jardiner, puis au travers de ça, bien, moi, je trouve ça riche, vraiment, là, c'est dans ça que je me sens bien, puis que je trouve que... c'est ça, ça me correspond. Donc, le travail de proximité, il y a beaucoup ça. Il y a la relation égalitaire. Moi, je ne suis pas une experte. Je ne me place pas au-dessus des étudiants. Je suis avec eux, je marche avec eux, je partage, je mange au même endroit qu'eux. Là. Fait que pour moi, c'est ça. Il y a ce moment, ce vécu partagé-là qui fait beaucoup de sens. Puis après ça, je trouve que l'idée aussi d'être là sur du long terme, parce que j'offre pas un service qui a un début, qui a une fin. J'offre une relation, j'offre du soutien. La personne est libre à choisir qu'est-ce qu'elle veut pas, tu sais. Puis elle décide quand je débarque, puis tout ça, quand j'embarque. C'est ça. C'est des choses qui me collent puis qui correspondent vraiment à mes valeurs aussi.
Puis, avez-vous, là, je suis pas sûre du mot que je veux dire, mais un décorum, un ensemble de règles. Un code d'éthique. Un code d'éthique, oui. Oui, tout à fait. Il en faut un. Ouais, c'est ça. Parce que mon rôle est très flou. C'est ça. Tu sais, dans cette La relation. structure derrière ça, c'est comme nébuleux. Oui. Ben, c'est sûr que parce que mon rôle est flou, tu sais, ça peut prendre différentes formes. Ben, je m'entoure, dans le sens que j'ai des gens, par exemple, ben, je suis en lien, moi, c'est sûr que je suis employée du cégep, donc je suis en lien avec les gens du cégep qui peuvent aussi soutenir les étudiants. Donc, des fois, quand je suis face à une situation que là, je suis pas sûre, des fois, il y a des enjeux éthiques, bien, il faut que j'en parle. Il faut pas que je reste seule avec ça pour justement voir tous les angles morts. C'est sûr que je vais en parler de façon confidentielle, mais des fois, de dire « Hey, j'ai eu telle demande » ou « Je sais pas trop comment faire », bien, je vais me faire un peu coacher, réfléchir. On est deux aussi, travailleuses de proximité, fait qu'entre collègues, on peut vraiment... tu sais, des fois, c'est juste tel besoin, je sais pas qu'est-ce qui peut aider, tu sais, à répondre, où je peux orienter cette personne-là. Fait que d'avoir des collègues qui nous aident à réfléchir, je dirais. Puis, bien, c'est sûr que je me pose des questions. On essaie... Moi, je suis pas là pour agir dans l'urgence non plus. Je suis une généraliste. Hein, fait que, tu sais, je suis pas une spécialiste de tout. Donc, il faut que j'accepte que des fois, je le sais pas, que j'ai besoin de temps, et je pense que ça permet aussi de ne pas se mettre les pieds dans les plats et de voir, mais OK, c'est quoi les objectifs derrière ça? Si telle personne me demande telle chose, bien, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Puis ça serait quoi l'impact si je le fais? C'est quoi l'impact si je le fais pas? Tout ça. C'est sûr que les limites sont floues aussi, dans le sens... dans la relation égalitaire, je ne suis pas amie non plus. Je ne suis pas l'amie des étudiants. Oui. Donc, moi, il y a cette notion-là de, bien, je travaille. Quand je travaille, bien, il y a mon cellulaire professionnel, tu peux me joindre, mais si je suis avec quelqu'un d'autre, ça se peut que je ne te réponde pas, qu'il y ait un délai. Quand je ne travaille pas, mon cellulaire, il est fermé aussi parce que je suis à la maison puis je veux être disponible aussi pour... ma vie personnelle. Donc, oui. Il y a ça, un petit peu des frontières... qui sont quand même floues, mais qui se doivent quand même d'exister aussi, là, parce que ça ne sera pas aidant sinon. C'est ça. Puis est-ce que c'est difficile de faire une coupure quand tu rentres chez toi, peut-être, ou de faire une coupure pour certaines affaires? Parce que c'est sûr que ça ne doit pas être c'est pas des situations faciles à travailler avec. Fait que comment... C'est probablement comme une psychologue, en gros, là, comment passer à autre chose et comment se détacher un peu de ça. C'est des bonnes questions. Bien, c'est ça. J'ai comme ma routine. Le fait de fermer mon téléphone, moi, il y a vraiment quelque chose de symbolique là, dans le fait de fermer son téléphone. Tu sais, je vous avouerai que des fois, c'est plus facile que d'autres. Des fois, on est inquiet pour des personnes ou on est préoccupé ou on vit de l'impuissance parce que... Il y a des obstacles, des fois, pour lesquels on n'a pas d'emprise. Mais je dirais, c'est ça, tu sais, symboliquement aussi, comme dans le trajet entre le travail et la maison, bien, des fois, ça va être de mettre de la musique ou mettre le silence, ou, tu sais, de faire des choses qui nous font du bien, qui font une coupure, qui rechargent, veiller vraiment à recharger la batterie, puis ça se peut, les moments où on sent qu'on est plus préoccupé par quelque chose, bien, il faut écouter ça puis essayer d'aller s'outiller, d'aller chercher justement l'avis d'un collègue. Quand ça nous travaille puis qu'on a plus de misère à décrocher, bien, il faut regarder c'est dû à quoi. Est-ce que j'ai besoin, je suis fatiguée, j'ai-tu besoin de temps, j'ai-tu besoin de soutien, d'aller voir de quoi ça parle finalement, là. Puis c'est quoi les démarches, mettons, si quelqu'un veut faire ça comme travail plus tard? C'est une bonne question. Bien, je pense qu'il n'y a pas de parcours typique. Il n'y a pas, parce que, bien, il y a des gens avec différents types de formations qui peuvent avoir du travail de proximité. Ça peut être quelqu'un en travail social, en intervention en délinquance. Ça peut être des gens qui ont des bacs dans le domaine social, tout ça. Donc, c'est une très bonne question. Je pense que bien, faut s'intéresser à l'approche. Il faut aussi peut-être être mis en lien avec des organismes qui en font, qui en ont. C'est sûr que c'est quelque chose qui se vit sur le long terme.
si quelqu'un veut faire ça 6 mois, bien, il ne verra pas le fruit de ses efforts parce que c'est vraiment une approche dans laquelle on sème des graines. Ça peut être long. Moi, je peux avoir longtemps un contact avec quelqu'un où on parle de la pluie et du beau temps, où il me montre des photos de son chat ou de son chien, où on a un contact très comme ça, très plus spontané. Puis ça peut être long avant que finalement la personne me sollicite pour quelque chose d'un peu plus préoccupant pour elle. Mm-hmm. Donc, la personne qui veut aller vers ce type d'approche-là, il faut qu'elle soit prête à investir du temps, que ça soit long au début. On a vraiment le sentiment d'inutilité. Il faut observer, il faut essayer de voir mais c'est où que c'est approprié et auprès de qui que je me fasse connaître. Fait il y a vraiment une notion de temps qu'il faut accepter. C'est ça. Il y a aussi... tu sais, moi, personnellement, j'ai vu comme 2-3 psychologues dans ma vie. Puis c'était le truc qui m'empêchait de comme m'ouvrir dès le début, c'est qu'il faut que tu racontes ta vie avant. Tu sais, il faut mettre la base, pas juste, tu sais, se plonger quelqu'un avec toi là-dedans, tu sais. Fait que c'est sûr que ça doit prendre du temps pour raconter, savoir qui, les noms de qui dans ton histoire, dans ton... Tu sais, ça doit être comme... ça doit être beaucoup de monde dans notre tête, dans ta tête, en fait, tu sais. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, mon rôle, c'est pas d'aller vraiment creuser dans le passé. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont me parler, mais je suis plus dans ici, maintenant aussi, avec la personne, puis dans, qu'est-ce qu'elle vit là, actuellement, qu'est-ce que, tu sais, comment ça va, c'est... fait, oui, tu sais, il y a des gens qui vont s'ouvrir parce qu'ils vont te mettre en contact, tu sais, avec... ou en contexte, mais... moi, je suis davantage là pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Puis, c'est pas mon rôle d'ouvrir sur des blessures du passé. Puis, c'est ça. Des fois, si ça t'empêche de fonctionner, bien, qu'est-ce que. Encore une fois, ça va être de mettre en lien la personne, de l'entendre là-dedans, puis de lui faire nommer de quelle façon ça a un impact actuellement dans sa vie. Puis. Ouais. Mais je sais pas si je réponds à ta question. Oui, là, mais... très bien. Puis, y a-tu des choses que tu peux pas dire ou que tu peux, genre, comme, justement, creuser puis essayer de fouiller dans le passé, dans les idées, dans le... C'est peut-être quelque chose que t'évites? S'il y a des choses que je peux pas dire aux gens? Ou que t'évites de parler d'eux parce que juste, c'est comme... C'est sûr que faut que prendre en considération mon contexte que, tu sais, j'ai pas de bureau, je suis avec les gens. C'est Fait vrai. tout l'aspect confidentialité où, tu sais, des fois, on n'a pas intérêt à ouvrir quelque chose si tu sens pas que tu peux reprendre, récupérer bien ça auprès de la personne. Fait, ou l'endroit. Ou l'endroit. Fait que là, c'est comme, tu sais, des fois, si tu sens qu'il y a des oreilles qui traînent, que la personne, elle n'est pas à l'aise parce que on est quand même dans le cégep à différents endroits, je n'irai pas là. Il faut que j'aille cette sensibilité-là de ne pas mettre la personne dans une situation où après ça, elle ne sera pas bien ou l'image des autres, l'image que les autres ont d'elle. Fait qu'il y a ça. Il y a, des fois, quand c'est des traumatismes ou des expériences très souffrantes, en lien avec des violences à caractère sexuel ou des choses comme ça, c'est sûr que j'irai peut-être pas dans le détail de l'histoire, puis creuser, puis parce que là, ça servirait pas à la personne là, de me raconter ça. À la limite, ça y referait vivre la situation qui a été traumatisante. Fait que ça, c'est des genres de situations où il faut être vraiment... puis ultimement, c'est pas... Moi, je peux entendre qu'il y a quelque chose qui s'est vécu. Je peux entendre qu'est-ce que ça fait vivre, tout ça, mais c'est pas avec moi qu'elle va dénouer ça. Encore une fois, ça va être de dire, de voir auprès de qui elle peut obtenir du soutien. Est-ce que ça revient souvent? Est-ce que c'est commun? Les violences à caractère sexuel? Les statistiques nous disent que c'est commun, que les particulièrement dans le milieu de l'enseignement supérieur, que ça se vit. Oui. Il y a une étude, entre autres l'étude Pièce, qui a été faite là, dans les années 2019-2020 aussi, où on a sondé la population étudiante, mais pas seulement la population étudiante. Il y a des employés qui ont répondu tout ça. Puis effectivement, il y a des situations, des violences à caractère sexuel qui se vivent. Puis ça se vit pas nécessairement en dehors des murs, ça se vit aussi dans
dans des activités d'études, dans les cours. C'est des choses qui... J'ai su, là, je suis pas sûre de ce que je dis, peut-être que tu vas pouvoir clarifier ça, mais qu'il y avait un genre de système pour venir en aide à des personnes qui se sentaient en danger dans le cégep, peut-être? Ou Oui. si jamais ça arrive? Oui. Ouais. Il y a des services. En fait, au cégep, ça s'appelle le guichet unique. Je ne sais pas si vous avez vu dans les salles de bain, il y a des petites affiches bleues qui parlent comme quoi que l'intimidation, les propos homophobes, transphobes, les attouchements, tout ça, c'est dénoncé et inacceptable au cégep. Donc, il y a moyen pour la personne qui a vécu une situation ou quelqu'un qui a été témoin aussi, parce que ça, c'est des choses qu'on constate aussi. Il y a des gens qui le voient. De le signaler, en fait. L'objectif, la personne n'est pas obligée de vouloir porter plainte. L'objectif, c'est pas de déterminer si ça s'est passé ou pas, ou tout ça, c'est juste de donner du soutien à la personne qui a vu, puis s'assurer que le milieu soit le plus sécuritaire possible aussi. Donc, la personne qui va recevoir les témoignages, les dévoilements, va prendre en considération, va recevoir tout ça. Il n'y a pas de remise en doute, il n'y a pas de... Elle va seulement accueillir ce qui est vécu et voir de quelle façon on peut soutenir cette personne-là pour qu'elle se sente en sécurité puis puisse poursuivre son projet d'études. Donc, il y a vraiment différentes façons. Ça peut être... si je suis ébranlée, ma concentration est moins là parce que j'ai vécu quelque chose, une violence à caractère sexuel, bien, on peut me proposer des mesures d'accommodement. Si je me sens pas en sécurité dans tel moment, dans mon horaire, bien, encore une fois, il y a des mesures qui vont être prises pour augmenter le sentiment de sécurité. Donc, l'idée, puis c'est de guider la personne vers les ressources aussi, là, mais d'être au fait de ce qui se passe pour pouvoir agir puis rendre le milieu vraiment sécuritaire. Donc, ça, c'est confidentiel, là. La personne qui fait cette démarche-là va être vraiment accueillie. Il n'y a pas de... Oups! Il n'y a pas de répercussions. C'est-à-dire, souvent, les personnes sont comme, je veux pas, justement, aller voir la police ou aller voir quelqu'un qui va peut-être en parler à la personne, ou je veux pas qu'il y ait de conséquences à ça. Je veux juste continuer mes études et tout. Fait qu'il n'y a pas de répercussions, de suivi après ça. C'est la personne qui choisit et qui... Bien, c'est ça. C'est effectivement la personne qui va choisir, c'est quoi l'objectif derrière le fait de le dire? Est-ce que c'est justement parce que c'est quelqu'un de son entourage, quelqu'un que la personne est dans son cours, puis elle veut pas pu être dans ce cours-là? Tu sais, ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Fait que on va prendre action pour que, effectivement... la personne, les deux personnes concernées se côtoient pas nécessairement dans le cadre scolaire. C'est sûr que c'est vraiment la personne qui va décider. C'est sûr que si c'est quelqu'un de mineur qui est âgé de moins de 18 ans, qui fait un signalement d'avoir vécu, bien là, c'est vrai pour tout citoyen, on n'a pas le choix de signaler ces situations-là. Fait que ça, c'est comme le seul contexte où, même si la personne a dit non, je ne veux pas que vous signalez, bien, c'est une obligation légale. Signaler où? À la direction de la protection de la jeunesse, par exemple. Parce OK. qu'il y a comme une personne de moins de 18 ans qui sa sécurité est compromise. Ça ne veut pas dire que eux vont retenir ça ou vont... mais ça, c'est vrai pour tout citoyen. On n'a pas le choix si on est conscient, par exemple. Puis j'imagine qu'il n'y a pas nécessairement de répercussions, c'est-à-dire sur la personne, tu sais, qui a vécu, parce que, tu sais, on parle souvent de nudes et de choses comme ça, que tu es autant coupable que la personne qui le reçoit. Et que, moi, on m'a souvent dit ça à mon secondaire, tu sais, on a souvent dit ça. Et... Peux-tu m'expliquer un petit peu? Oui, que la personne qui envoie, c'est comme considéré comme de la pornographie juvénile, qui est aussi coupable que la personne qui le reçoit, tu sais. OK. C'était ça qu'on disait. OK. Bien, écoute, je ne sais pas de quelle façon ce genre de situation-là serait... mais en même temps, toute une question de consentement. Tu sais, si je l'envoie à une personne, je ne consens pas nécessairement pour que cette personne-là le diffuse à son groupe d'amis aussi. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais clairement, dans ce que tu me dis, c'est aussi tout le poids que la personne qui a vécu des violences à caractère sexuel
porte sur ses épaules et qui va faire en sorte que des fois, elle n'osera pas dénoncer des situations, elle n'osera pas aller chercher les services parce que elle va sentir, elle a peur de se faire remettre en question, de dire, ben ça s'est peut-être pas vraiment passé ou ben peut-être que tu as une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il y a l'idée aussi de dire, ben là, tu sais, je veux que ça ait le moins d'impact possible, fait que je vais essayer de tasser ça puis juste continuer ma route. Fait que c'est un peu ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, hein, pour la personne qui dénonce. C'est la culpabilité beaucoup. Puis de se dire que, tu sais, mettons, j'ai pas envie de faire toutes ces démarches-là, mettons, au niveau judiciaire. Fait que je trouve ça incroyable qu'il y ait une alternative avec vous. Puis est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est pas moi qui reçois. Actuellement, c'est Amélie Croteau pour les étudiants, parce qu'il y a aussi la même chose pour les employés. Qui a été, il y a un guichet, un endroit où les gens qui sont victimes de violence ou de harcèlement, tout ça, peuvent s'adresser pour dénoncer les situations. Parce que c'est ce que l'étude a mis en lumière, c'est que, bien, effectivement, ça se passe, puis il faut rendre les ressources disponibles, tout ça. Fait que vous étiez au courant de ça? Oui. Mais moi, je suis pas sûre. C'est comme un guichet... C'est ça. Comment physique? y avoir accès? Oui. En fait, on appelle ça le guichet unique, mais c'est pas vraiment un guichet. C'est une personne qui reçoit. C'est vraiment un lieu centralisé où toutes ces situations-là convergent, là, finalement, pour les étudiants. La façon d'y avoir accès, il y a un bureau physique. Si je ne me trompe pas, c'est le B310. Dans le fond, la personne peut se présenter là, mais c'est toujours un peu hasardeux parce que la personne ne sera peut-être pas disponible. Mais si vous allez sur votre fil Omnivox, dans la version web, dans le menu déroulant à gauche, il y a vraiment aide aux étudiants avec prendre un rendez-vous dans les services de consultation. Et là, si vous cliquez là-dessus, vous avez tous les services aux étudiants qui sont offerts au cégep. Et il y a un onglet guichet unique où, dans le fond, là, c'est possible de prendre un rendez-vous. Là, c'est un booking, de prendre un rendez-vous directement pour, dans le fond, aller rencontrer la personne puis expliquer la situation. Ça pourrait être quelque chose qui est vécu en dehors du cégep. Ça peut être de dire, j'ai vécu quelque chose en dehors du cégep, mais ça a des répercussions sur mon parcours scolaire. Je sais pas, moi, je me sors d'une situation de violence ou puis là, ça fait que je me sens pas en sécurité. J'ai peur qu'il se passe quelque chose au travers de mes cours. Mais on peut quand même utiliser ce service-là pour, dans le fond, faire état de situation puis voir, l'objectif, c'est qu'on soutienne puis que ça ne soit pas un frein à ce que les personnes poursuivent leur projet d'études, là. Fait que ça, c'est des choses... puis, par exemple, c'est sûr que si j'ai vécu quelque chose la fin de semaine, je suis sortie, j'ai vécu une violence à caractère sexuel, mais ça se peut que même si ça se passe ailleurs, ça a l'air des répercussions sur comment je suis capable de poursuivre. Est-ce que je suis concentrée? Est-ce que si je suis dans des démarches judiciaires... Donc, le guichet peut servir à ça aussi, à dire, là, je vis quelque chose, qu'est-ce qui peut m'aider? Tu peux me soutenir pendant toutes ces démarches-là au cégep. Wow. Moi, pour changer un peu de sujet, là, ça change pas énormément, mais je me demandais, est-ce que tu remarques entre les jeunes filles étudiantes puis les jeunes garçons étudiantes, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont différents? Puis comment est-ce que tu peux les aider un peu à travers ça? C'est une bonne question. Puis on n'oublie pas aussi, genre, les personnes qui s'identifient pas à un genre, nécessairement. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais, il y a comme un peu l'idée, le stéréotype que les jeunes filles viennent demander de l'aide plus facilement, vont parler plus facilement de leurs émotions, ou les jeunes garçons... ça va être différent, mon contact avec eux, dans le sens que ça va être plus dans le contact informel que dans des demandes très formelles. Puis là, des fois, à un moment donné, on vient, puis là, il y a comme, il y a quelque chose qui ressort, mais ça demande un peu plus de temps, puis c'est ça, la demande d'aide ne sera pas du même ordre. Ça va être des fois des choses très concrètes, là, il faudrait que je fasse une demande au service adapté. Je ne sais pas trop comment ça marche. Ça va être un peu plus de l'ordre de démarches ou qu'est-ce qui peut m'aider pour ça. Puis
Versus, des fois, les jeunes filles ou tout ça, bien, ça va être plus... on va être plus dans le dialogue, puis dans l'émotion, puis tout ça. Plus facilement, peut-être, là, mais il y a... C'est ça, je pense... J'essaie vite de même. Là. Fait que dans la façon de soutenir, ça va être différent. Je pense que aussi le regard, moi, vu que je suis beaucoup dans le milieu, ben des fois, la jeune fille, elle va plus, ça va passer bien d'être assise à une table puis de jaser avec moi parce qu'on a de l'air de deux personnes qui se jasent. Versus, des fois, le jeune homme, ben, il peut avoir un peu plus un malaise d'être aux yeux, tu sais, à la vue de tous, là. Donc, il faut quand même que je prenne ça en considération aussi. Puis souvent, ce que je remarque, bien, les filles vont être davantage peut-être plus proactives dans leur demande d'aide ou, tu sais, vont anticiper versus des fois, bien, une fois que le jeune homme fait sa demande d'aide, bien, des fois, ça fait longtemps qu'il a accumulé des trucs puis qu'il y a des choses à dénouer ou que, là, tu sais, sa situation, elle a eu le temps de, comme... c'est ça, avoir un peu plus de couches, là, tu sais, c'est des différences que je verrais aussi, là. C'est ça, le garçon, quand il demande l'aide, ben, c'est qu'il a essayé vraiment longtemps par lui-même avant d'oser, tu sais, lever le flag puis demander à quelqu'un, là. C'est ça, puis, tu sais, comme tu disais tantôt, il y a plusieurs personnes probablement qui se disent « Ouais, ma situation est peut-être pas assez grave pour ça. » Est-ce que vous êtes beaucoup? Est-ce que vous recevez beaucoup d'étudiants? Bien, c'est dur à dire parce que... c'est en flottement un peu. Oui, bien, moi, c'est ça, je compte pas. Tu sais, j'ai pas... moi, je suis en lien avec plein de monde dans différents contextes, tu sais. Puis, c'est ça, je suis pas... je suis pas toujours en train d'être en relation d'aide. Tu sais, je suis en train de créer des liens, de me rendre disponible. Fait qu'il y a certaines personnes pour qui ça va rester toujours comme ça. Puis pour d'autres, à un moment donné, dans leur parcours, quand ça va pas bien ou qu'ils ont quelque chose, là, ils vont m'interpeller. Tu sais. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'être une petite maille de plus dans le filet de sécurité pour que le moment où ben, que ça se passe pas bien ou qu'il se passe quelque chose, bien que la personne, elle sache où aller, puis qu'on puisse prévenir, justement, que la situation dégénère. Fait que, tu sais, c'est ça, je le sais pas. Je suis en contact avec combien de personnes, qui me connaît, tu sais, puis je le sais pas. Parce qu'il peut avoir un effet de bouche à oreille. Puis, effectivement, des fois, c'est des collègues qui vont plus me le mettre en lien aussi avec certaines personnes. Il y a des gens, c'est ça, qui vont être en lien avec moi vraiment pour un besoin spécifique. Puis après ça, qui m'interpelleront plus, puis qui voudront plus me parler, tu sais, dans le corridor. Puis d'autres personnes, ben on va se parler, puis je vais être au courant, tu sais, de leur session, comment ça se passe, puis qu'ils n'auront pas de besoin de d'autres choses que ça. Fait que c'est difficile à répondre à cette question-là. Oui, je comprends. Mais genre, as-tu besoin d'atteindre un quota? Non. Non. On n'est vraiment pas dans une notion de performance, là. Puis ça, c'était clair, là, quand ils ont mis en place le travail de proximité, parce que ça se quantifie pas. C'est pas... c'est ça. C'est pas quelque chose qui se quantifie. Donc, c'est ça. Si je peux avoir fait la différence, tu sais, pour une personne, ben à un moment donné, ben moi, je trouve que c'est ça. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est à long terme aussi. Tu sais, je pense que faut y aller comme ça, là. Fait que dès qu'on pense en avoir besoin, c'est accessible, puis c'est... Oui, bien, il faut que la personne soit à l'aise de prendre contact avec moi. C'est ça. Ou c'est ça, sans problème. C'est sûr que, comme je disais, j'ai pas de bureau, donc ça se fait... Moi, je vais vraiment selon... est-ce qu'on va prendre un café? On peut sortir du cégep, aller prendre un café. On peut... Ah oui, vous pouvez sortir du cégep et tout? Oui. Parfait. Oui. Fait que ça, c'est des choses comme ça où on s'assoit dans un endroit tranquille et on jase. Fait qu'il faut que la personne, c'est sûr, soit à l'aise avec ça. Aussi. Puis au niveau de la précarité des étudiants, est-ce que c'est quelque chose de commun ou de flagrant? Qu'est-ce qui vous a... OK, 2 questions. Au niveau de la précarité des étudiants, est-ce que c'est quelque chose de plus gros que vous pensiez? Ou
C'est ça. Ou est-ce que c'est comme... À quoi vous vous attendiez avec votre collègue? C'est une bonne question. Ben, moi, je trouve que ça va en augmentant, dans le sens que la précarité augmente partout. Les étudiants ne font pas exception à ça. C'est sûr que il y a vraiment différents portraits là, au cégep. Il y a des gens qui ne seront pas nécessairement touchés par la précarité parce que, bon, leurs parents les soutiennent, tout ça. Mais ce que je trouve, c'est que la précarité crée des inégalités dans le vécu des étudiants puis leur capacité à réussir puis à s'investir dans leurs études. Fait que même si c'est pas la majorité des étudiants, ceux qui le vivent particulièrement. Et je trouve que des fois, c'est un peu minimisé, la précarité chez les étudiants. Il y a comme l'idée là, que c'est normal quand tu es un étudiant de ne pas avoir d'argent. Oui, on en fait des blagues aussi. Oui. Puis que tu manges des ramen, puis des saucisses à hot dog, puis que c'est correct, qu'on a tout passé par là. Mais je trouve que c'est ça, c'est banalisé un peu. Parce que moi, je suis à même de quand même voir toute la place que ça l'occupe au niveau mental, au niveau de l'énergie pour les personnes qui financièrement sont plus serrés, bien, ça crée un stress qui, lui, va avoir une répercussion sur leur capacité à être attentif, à être fonctionnel aussi aux études. Là. Donc, tout ce qui est la hausse des coûts de logement, je trouve que bien, les étudiants sont les premiers à subir les conséquences. C'est rough. Tout ce qui est la hausse de l'épicerie aussi. Donc, c'est ça. Je trouve que... puis on le voit, là, les prêts et bourses, c'est quand même quelque chose qui soutient, mais qui n'est pas, nécessairement... on ne vit pas sur le gros luxe. Là, Ma mère m'a dit que c'est le minimum pour étudier. C'est ça, exact. Oui. Donc, ça demande certainement de travailler, mais pas trop, parce que tu ne veux pas après ça que ça ait de l'impact sur tes prêts et bourses. Oui. C'est quand même, c'est ça, des questions que les étudiants ils ont à... Oui, puis j'ai l'impression aussi que c'est quand même, en tout cas, je trouve, les années fondatrices là, d'une personne, c'est ton entrée dans le monde des adultes, là, aussi. Puis le fait de justement d'être en précarité, d'avoir la difficulté à arriver à la fin du mois, de pas manger, de pas s'alimenter bien, d'être préoccupé par l'argent, d'en avoir jusqu'en haut de la tête des devoirs, des études, tout ça, ça doit être difficile pour commencer une vie en tant que telle en étant un adulte. Effectivement. Puis, il y a aussi toutes les personnes qui, pour X, Y raison, ont dû mettre fin à leurs études et qui sont en retour aux études. Eux autres aussi, là, c'est comme, tu sais, ils investissent. En fait, ils font ça pour améliorer, parce qu'on le sait que les études supérieures vont permettre d'améliorer la qualité de vie à long terme, mais le temps d'y accéder, ben, ça fragilise vraiment la personne à plein de niveaux. Là. Entre autres, dans les stages, il y a plusieurs ici programmes techniques dans lesquels il y a des stages qui doivent être faits à temps plein pour la personne qui doit travailler aussi en même temps que ses études se trouve à travailler un stage à temps plein dans son domaine d'études, plus un travail à l'extérieur. Fait que c'est du 60 heures et plus par semaine pour arriver. C'est ça, c'est quand même exigeant. D'où la manifestation pour les stages rémunérés au cégep. Oui, tout à fait. Oui, qui a eu lieu dernièrement. Là, Puis on sait que les stages rémunérés, les stages, entre autres, ici, on a beaucoup de programmes dans les soins de la santé, là, qu'il y a majoritairement des femmes qui s'inscrivent. Il y a des hommes aussi, mais c'est quand même beaucoup les métiers du soin où... entre autres, c'est ça, soins infirmiers, aussi. Éducation à l'enfance, éducation spécialisée, travail social, inhalothérapie, radiodiagnostic, soins préhospitaliers d'urgence. Mais c'est ça, c'est des domaines dans lesquels il y a beaucoup de besoins aussi. Puis c'est comme si c'était un travail moins reconnu que, par exemple, des stages qui se feraient dans les entreprises genre en informatique ou en comptabilité. L'enseignement et les soins de la santé se soient vus comme des
sous-métier, je trouve. Il n'y a pas assez de mérite assez... Tellement important, en plus, dans notre société. Ah, c'est comme la base, là. On enlève ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme... Patrick Lagacé avait écrit un article dans la presse pendant les grèves là, qui ont eu lieu cet hiver, puis il parlait des personnes qui font les services de garde, en fait, les éducateurs, éducatrices en service de garde. Il faisait le parallèle, majoritairement, c'est des femmes qui ont des horaires coupés, tout ça, puis il nommait, il n'y a aucun vêtement qui est payé pour ces femmes-là qui doivent travailler à l'extérieur la plus grande partie de leur tâche. Ça fait partie de leur tâche. Ils doivent sortir dehors avec les enfants. Puis, ils ont des salaires très bas. Puis là, il faisait le parallèle. Mais pourquoi les métiers traditionnellement plus masculins qui doivent, eux, ils ont des bottes payées, tant de bottes payées par année. Ils ont l'équipement, le manteau pour le signaler au froid. Tu sais, il y a vraiment un double standard, finalement, dans ce qui est offert comme condition dans les métiers traditionnellement masculins et féminins. C'est des femmes qui, mettons, ou des hommes, mais c'est des gens qui prennent soin. C'est ça, c'est d'un enfant qui est pas le sien, là. C'est quand même... en tout cas, c'est quand même important, là. Tu sais, quand il y a eu les grèves, là, le monde ne savait plus quoi faire, là. c'est les mamies. C'est les mamies qui les ont tout gardées. Non, c'est sûr. Puis, c'est fou parce que, tu sais, on parlait au premier épisode aussi de ça, du fait de la force qui est engendrée par le travail, par exemple, que le travail qui sont majoritairement masculins, que ça demande une force physique versus un travail qui est majoritairement féminin, qui va souvent être une genre de force mentale, une force émotionnelle. On enlève de la valeur à ça versus un travail qui va être plus relié à de la force physique. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu as commencé le métier? Hey, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a plus surprise? Je pense que l'idée qu'on peut pas juger quelqu'un, dans le sens que des fois, on a une idée de la personne puis de son chemin ou de qu'est-ce qu'elle devrait faire, ou mais on peut pas avoir une idée du chemin parcouru par les gens puis ce qu'ils ont vécu. C'est pas à un premier contact, ça prend du temps, puis des fois, quand on a accès à ça, à l'histoire de la personne, on est comme épaté. Je pense entre autres dans mon ancien travail où j'étais auprès de gens qui avaient des parcours de vie. Des fois, tu faisais « Ah! » tu sais. Mais si je m'étais juste arrêtée à la situation de la personne maintenant, au moment où je la rencontre, puis que je n'avais pas eu cette curiosité-là ou que la personne ne s'était pas livrée, bien là, j'aurais pas pu voir, toute l'histoire de vie de la personne. Puis moi, au travers de ça, je trouve que c'est une richesse, là, de vraiment que chaque personne a son bagage, puis au moment où elle vit les choses, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle a. Puis, c'est ça. Je trouve que moi, des fois, je me sens privilégiée, en fait, d'avoir accès à toutes ces belles histoires-là. 2 minutes. Oui. OK. Oh là là. Je pense qu'on va conclure. Oui, c'était une très belle fin. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, c'est possible par Mio, avec mon nom, Gabrielle Savoie. Par Mio. Ce sera par Mio. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était très intéressant. Oui, très l'invitation. Merci beaucoup.